bien que j'en sois à mon 6e mois de grossesse, j'ai découvert que mon mari avait épousé secrètement sa maîtresse. Toute sa famille était au mariage, et je les ai entendus chuchoter devant ma porte, ne la laissons pas nous entendre. Avant même que je puisse élaborer un plan, ils ont tous été victimes d'un accident de voiture sur le chemin du retour. Imaginez-vous enceinte de 6 mois, rayonnant d'anticipation, pour voir votre monde entier voler en éclats. J'ai découvert que mon mari, fainéant, venait d'organiser un mariage somptueux avec une autre femme. Et le pire ? Toute sa famille était là, célébrant l'événement comme si c'était le plus beau jour de leur vie. Ils n'ont même pas pris la peine de l'enregistrer légalement. Mais la cérémonie, oh, elle était grandiose, joyeuse, tout ce dont une mariée rêve. Ce qui m'a vraiment anéanti, ce n'était pas seulement la trahison elle-même, mais l'audace pure et simple de tout cela. Toute sa famille était au courant. Ils s'étaient vêtus de leurs plus beaux atours, riant et plaisantant avec la petite fille de l'autre femme, louant fainéant pour être un homme si capable. Pouvez-vous croire cela ? Mais le destin, lui, avait une tournure vraiment cruelle en réserve. Sur le chemin du retour, conduisant sous l'influence de l'alcool sur l'autoroute, ils ont été impliqués dans un accident horrible. Ma belle-mère et ma belle-sœur ont été laissées dans un état végétatif, et fainéant, lui, est mort sur le coup. Quelques jours plus tard, cette autre femme, Na, s'est présentée à ma porte avec son enfant, exigeant une part de la succession de fainéant. Je n'ai pu que sourire amèrement. La police d'assurance vie n'avait qu'un seul bénéficiaire désigné, moi. Voyez-vous, la liaison de fainéant était quelque chose que je n'aurais jamais soupçonné. Même pendant qu'il me trompait, il portait le masque parfait d'un mari et d'un père dévoué. Si j'avais envie de gâteau, il en rapportait un juste après le travail. Si notre fils Jacques voulait un nouveau jouet, peu importe son prix, il l'achetait sans hésitation. Ma femme et mon fils sont les personnes les plus importantes de ma vie, disait fainéant, nous enlaçant, sa voix remplie d'une telle chaleur. Lorsque ses propres parents sont tombés malades, il est resté à leur chevet chaque nuit sans une seule plainte. Ma mère disait souvent, même s'il était notre propre fils, il n'aurait pas pu faire plus. Alors, je lui faisais entièrement confiance. Je croyais vraiment que même si tous les hommes du monde étaient infidèles, fainéant serait l'exception. Mais la réalité m'a frappé comme une gifle froide. Dès notre 2e année de mariage, il avait commencé à fréquenter quelqu'un d'autre, la gardant secrètement près de lui. Je ne l'aurais jamais su si elle ne m'avait pas envoyé cette photo exprès. Sur la photo, fainéant se tenait près d'une femme, tous deux tenant une petite fille. Elle avait l'air d'avoir 1 an de moins que notre fils. Il faisait encore nuit dehors. Je me suis assise sur le bord de mon lit, serrant mon téléphone entre mes mains tremblantes, me sentant froide de partout. J'étais enceinte de 6 mois, et même sortir du lit était une épreuve. J'ai regardé l'espace vide à côté de moi. Il était parti depuis des jours pour un soi-disant voyage d'affaires. Il appelait toujours tous les jours, demandant des nouvelles de Jacques, du bébé, demandant si j'avais bien dormi ou si j'avais mangé. Sa voix était pleine d'inquiétude. Mais cette nuit-là, il a commis une erreur. Son téléphone m'a envoyé une photo de 3, lui, la femme et la petite fille, une sorte de portrait de famille. Il l'a supprimé rapidement, mais je l'avais déjà vu clairement. L'intimité entre eux était indéniable. Je suis resté éveillé toute la nuit. Juste avant l'aube, j'ai entendu des bruissements à l'extérieur de la chambre. « Maman, cette robe est trop serrée. Aide-moi à la fermer » a dit Elena, ma belle-sœur. Oh là là, je n'ai même pas fini d'enfiler ma propre robe. Attends un instant, a répondu ma belle-mère. Elles essayaient de parler doucement, supposant que j'étais encore endormi, mais dans le calme du petit matin, leurs chuchotements se sont clairement fait entendre dans la pièce. Je me suis lentement redressé et j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Il était 5h moins 10 du matin. Que diable faisait-elle à cette heure-là? Me sentant un peu assoiffé, j'ai essayé de sortir du lit pour prendre une boisson. C'est alors que j'ai entendu à nouveau la voix d'Elena, cette fois encore plus doucement. Baisse la voix. Maman, ne la laissons pas nous entendre. J'ai mis mes chaussures et je suis sorti de la pièce. Comme je m'y attendais, elles étaient toutes les deux dans le salon en train de s'habiller devant le grand miroir sur pied que j'avais placé là pour plus de commodité. Ma belle-mère portait une robe de style Cheongsam rouge foncé, très formelle et élégante. Elena portait une robe rose fluide, comme on en porte à un mariage. J'ai pris la parole. Maman, Elena, où allez-vous si tôt, si bien habillée? Elles ont toutes les deux sursauté de surprise et se sont retournées maladroitement. Pendant un moment,
elles se sont juste regardées. J'ai esquissé un petit sourire. Et pourquoi chuchotiez-vous de ne pas me laisser entendre? Ma belle-mère a baissé les yeux, visiblement troublée. Elena a ri, essayant d'avoir l'air désinvolte. Oh, tu as du mal à entendre, belle-sœur. J'ai juste dit à maman de baisser la voix pour ne pas te réveiller. N'est-ce pas, maman? Ma belle-mère a hoché la tête rapidement. Elena a continué. Une de nos cousines éloignées se marie aujourd'hui, loin à la campagne. Nous avons dû nous lever tôt pour faire le trajet en voiture. Nous ne voulions pas te réveiller, alors nous avons fait attention. Elle a parlé avec tellement d'attention, comme si elle se souciait vraiment de ne pas me déranger. Je vois. J'ai acquiescé, faisant semblant de comprendre. Puis je me suis retourné comme si une pensée venait de me traverser l'esprit. Elena, attends un instant. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai ressorti une broche, ma préférée. Je l'ai épinglée soigneusement sur sa robe. Les yeux d'Elena se sont illuminés. Waouh! C'est la broche que tu portes toujours? Celle dont tu as dit que tu l'aimais le plus? C'est bien celle-là, ai-je dit doucement. Elle va parfaitement avec ta robe. Elle rend le tout plus élégant. Elena m'a remercié chaleureusement. J'ai souri et je lui ai dit de ne pas en parler, les regardant sortir de la porte. Conduisez prudemment, leur ai-je dit doucement. Une fois la porte fermée et qu'elles étaient enfin parties, je suis retourné dans ma chambre. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application de surveillance. Ce qu'Elena ne savait pas, c'est que cette broche n'était pas une épingle ordinaire. C'était une caméra cachée, petite et discrète, un parfait petit moniteur. C'était censé être une journée de travail comme une autre pour moi. Mais à ce moment-là, si soudain, si révélateur, j'ai su qu'elles me mentaient toutes les deux. Réfléchissant rapidement, j'ai attrapé la broche. Elle avait toujours été plus qu'une jolie babiole pour moi, et maintenant elle pourrait s'avérer utile. J'avais à peine commencé à l'ouvrir et à la regarder de plus près que j'ai entendu un doux gémissement douloureux derrière moi. C'était mon fils, Jacques. Je me suis retourné instantanément. Ses joues étaient rouges écarlates, et une vague de panique m'a envahi. Je me suis précipité pour prendre le thermomètre et je l'ai mis sous son bras. Quelques instants plus tard, l'écran s'est allumé. 39,8 degrés Celsius. Il avait une fièvre dangereusement élevée. Frénétiquement, j'ai attrapé mon téléphone, mes pensées s'emballant. Ma belle-sœur, Elena, et ma belle-mère venaient à peine de quitter la maison. Nous avions 2 voitures à la maison. Mon mari avait déjà pris l'une d'elles, et à moins d'un changement de situation, l'autre était probablement avec Elena et ma belle-mère. Je devais agir vite. J'ai appelé Elena en premier. Le téléphone a sonné 2 fois avant que l'appel ne soit refusé. Peut-être qu'elle conduisait. Peut-être qu'il était dangereux pour elle de répondre. J'ai essayé à nouveau, cette fois en composant le numéro de ma belle-mère. Ça sonnait et ça sonnait. Pas de réponse, pas même de messagerie vocale. Je me suis tourné pour regarder Jacques, son petit visage rougeoyant de fièvre, ses yeux lourds et flous. Mon cœur s'est serré. Jacques n'est pas comme les autres enfants. Il avait déjà eu une crise de convulsion fébrile, et le médecin m'avait mis en garde en termes clairs, ne laissez jamais sa température devenir trop élevée. Cela pourrait mettre sa vie en danger. J'étais à court d'options. J'ai essayé d'appeler Finayan, mon mari. Il était en voyage d'affaires, pas trop loin, juste dans une ville voisine. S'il partait tout de suite, il pourrait être à la maison dans un peu plus d'1 heure. Il n'était même pas encore 5 heures du matin. Il y aurait encore le temps d'emmener Jacques à l'hôpital et de revenir. Il a refusé l'appel. C'est alors que j'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de moi, mais Jacques ne pouvait pas attendre. J'étais enceinte de 6 mois, j'avais du mal à bouger rapidement, et il était hors de question que je puisse porter Jacques toute seule. Paniqué, je me suis dépêché de l'habiller, puis j'ai couru chez les voisins pour demander de l'aide. Monsieur, pourriez-vous m'aider à porter mon fils jusqu'à la voiture? Ai-je demandé à mon voisin, à bout de souffle. L'homme, toujours calme mais bienveillant, n'a pas perdu de temps. Il m'a aidé à appeler un taxi et à doucement porter Jacques en bas des escaliers, le plaçant à l'intérieur du véhicule. Merci, ai-je dit avec toute la gratitude que je pouvais rassembler. Il a fait un geste de la main, puis a jeté un coup d'œil derrière moi avec inquiétude. Vous êtes toute seule, a-t-il demandé. Vous êtes très enceinte. Ce n'est pas sûr d'aller à l'hôpital toute seule. Où est votre mari?
Je lui ai expliqué que Finayant était en voyage et qu'il ne pouvait pas rentrer. Le voisin n'a même pas pris le temps de prendre un manteau. Il est monté dans la voiture à côté de moi et est venu avec moi. À l'hôpital, le médecin a examiné Jacques et a dit qu'il devait être admis pour observation. Mon cœur s'est serré. Je me suis assise dans le couloir, entourée de l'odeur stérile du désinfectant, me sentant froide et vide. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis mise à pleurer. Des sanglots retentissaient dans le couloir alors que des inconnus passaient en jetant des regards curieux. Certains se sont même arrêtés. Une gentille dame plus âgée s'est approchée de moi et m'a demandé doucement « Personne n'est là avec vous ?» J'ai secoué la tête. Des chuchotements ont commencé à s'élever parmi les familles rassemblées à proximité. Son mari est incroyable, a dit une femme. Sa femme attend un enfant et leur fils brûle de fièvre, et pourtant il est introuvable. Si mon mari me faisait ça un jour, je préférerais rester célibataire que d'avoir des enfants avec lui. Une autre a ajouté, elle doit vraiment l'aimer. Quelqu'un d'autre a murmuré, traverser tout ça et quand même porter son deuxième enfant. Il faut du cran. Leurs mots m'ont transpercé. Mon voisin est revenu avec une tasse d'eau. Tenez, buvez un peu. Tout ira bien. Ne paniquez pas, a-t-il dit. J'ai pris l'eau, mes mains tremblant. Merci. Vraiment, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous aujourd'hui, ai-je dit. Ne vous inquiétez pas, a-t-il répondu. Mais juste avant de partir, il a ajouté, quand même, il est peut-être temps d'appeler à nouveau votre mari. Un travail n'est jamais plus important que sa femme et ses enfants. Cette phrase a résonné dans mes oreilles longtemps après son départ. J'ai regardé mon téléphone pendant un moment avant de finalement composer à nouveau le numéro de Finayant. Cette fois, il a décroché. Bonjour, chérie, sa voix est parvenue, mêlée au bruit de fond, des rires, de la musique, le brouhaha d'une conversation. Étrange, étant donné qu'il était un peu plus de 6 heures du matin. Où es-tu en ce moment ? Ai-je demandé instinctivement. Il y a eu une pause. J'étais juste en train de rendre service à un ami, a-t-il dit après un temps. J'ai manqué tes appels tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ? Quel genre de service ? Ai-je insisté. Il a ri nerveusement. Pourquoi ? Tu as l'air contrarié. Que s'est-il passé ? Il évitait la question. Notre fils a une forte fièvre, ai-je dit, ma voix se brisant déjà. Il est en danger. J'ai besoin que tu rentres à la maison. Il y a eu un autre moment de silence. Puis Finayant a répondu, sa voix incertaine. Chérie, je ne peux vraiment pas partir maintenant. Et si j'appelais Elena ? Elle peut venir à l'hôpital et rester avec toi. Est-ce que ça aiderait ? J'ai ouvert la bouche pour répondre. Mais juste à ce moment-là, j'ai entendu la voix d'une femme à l'autre bout du fil. Finayant a rapidement raccroché, mais pas avant que je n'ai saisi ces mots. Elle a dit, Finayant, ta fille. Puis le silence. J'ai été paralysé. Il a une fille. Finayant et moi étions mariés depuis 5 ans. Nous n'avions qu'un seul fils. J'étais encore enceinte de notre deuxième enfant. L'enfant de cette femme était le sien. Assise là dans cet hôpital froid, les mains serrant encore le téléphone, j'ai senti le monde autour de moi changer. Et je me suis souvenu. Il a dit qu'il appellerait Elena. Alors, j'ai ouvert l'application de surveillance sur mon téléphone. Comme prévu, Finayant a passé l'appel. Il a simplement dit à Elena de venir à l'hôpital et de m'aider à prendre soin de l'enfant. Sa voix est parvenue clairement depuis la caméra de surveillance, vive et indubitablement irritée. Tu es fou, frère, a dit Elena. Maman et moi sommes en route pour ton mariage. Comment veux-tu que j'arrête tout et que je me précipite à l'hôpital avec elle ? Et d'ailleurs, a-t-elle ajouté avec un ricanement, je te l'ai déjà dit, ta femme est tellement une drama queen. Ce n'est qu'un peu de fièvre. Est-ce que ça justifie vraiment un voyage à l'hôpital ? Son ton était mordant, presque comme une femme réprimandant son mari. La colère dans sa voix s'est déversée, loin du visage doux et inoffensif qu'elle affichait habituellement devant moi. Puis elle a raccroché, visiblement agacée. De retour dans sa voiture, Elena a continué à conduire en bavardant doucement avec la petite fille assise à l'arrière. Chérie, a-t-elle roucoulé. Ton papa est vraiment quelque chose. Il s'est éclipsé pour épouser ta maman, et maintenant il laisse encore cette femme lui donner des ordres. Honnêtement, je suis désolé pour ta maman. Cela m'a frappé comme un éclair. Un mariage.
C'était donc là où Elena et ma belle-mère se rendaient, pour assister à un mariage. Le mariage de mon mari. Et cette douce petite fille, c'était la fille de Na, l'enfant de sa maîtresse. Ils savaient tous, chacun d'entre eux. Ils savaient que Finayant avait une maîtresse. Ils savaient qu'il avait eu un enfant avec elle. Et pourtant, me voilà, très enceinte, assise dans le couloir froid d'un hôpital, essayant de calmer seul notre fils fébrile. Tous les autres étaient vêtus de joie, se préparant pour un mariage. Je suis resté immobile, figé sur place, puis j'ai soudainement éclaté de rire. C'était un rire aigu, creux, le genre de rire qui se transforme directement en larmes. Un enfant à proximité m'a aperçu et s'est caché derrière sa mère, pointant timidement du doigt. « Maman, regarde » a-t-elle chuchoté. Pourquoi cette dame rit et pleure en même temps? La femme a serré sa fille contre elle et s'est dépêchée de partir. « Viens, ne fixe pas » a-t-elle dit. « Laisse la folle tranquille. » L'écran de mon téléphone était resté allumé tout le temps. Ce qu'Elena ne réalisait pas, c'est que la petite broche épinglée à son chemisier était une caméra en direct. Tous, ces mots, leur visage, même les préparatifs du mariage, m'étaient diffusés directement. Ils sont arrivés sur le lieu de la cérémonie peu de temps après. Finayant et Na se sont avancés pour les accueillir, souriant chaleureusement. « Maman, Elena, merci à vous deux d'être venus d'aussi loin » a dit Finayant, son ton plein d'affection. Na rayonnait comme une mariée devrait le faire, accueillant sa belle-mère et sa belle-sœur comme si elles avaient toujours été sa famille. Elle se comportait comme l'épouse légitime, sans la moindre trace de honte. En les écoutant bavarder en chemin, j'ai commencé à reconstituer les pièces du puzzle. Na en avait assez de se cacher, de vivre sans titre. Comme j'étais de la ville et que je me rendais rarement à la campagne, la mère de Finayant avait trouvé ce qu'elle pensait être une solution parfaite. Ils organiseraient le mariage dans sa ville natale. Pas de documents légaux, mais au moins ce serait une cérémonie, une sorte de reconnaissance, et Finayant, lui, était d'accord. Na restait proche d'Elena, toujours souriante, essayant toujours de la gagner à sa cause par la flatterie. Elle était clairement désespérée d'obtenir son approbation. La caméra avait tout son visage dans le cadre. Je l'ai fixé longuement, incapable de détourner le regard. Pour être honnête, je supposais que si mon mari devait me tromper, il aurait choisi quelqu'un de beau, quelqu'un de plus élégant que moi. Mais Na, si je la croisais dans la rue, je l'aurais peut-être appelée madame par respect pour son âge. Je ne comprenais pas ce que Finayant voyait en elle. Puis je me suis souvenu de quelque chose d'étrange. Finayant a toujours eu cette étrange dépendance envers moi, comme un enfant qui a besoin de sa mère. J'avais pensé que c'était juste une partie de notre lien, quelque chose d'inoffensif. Mais maintenant, je voyais les choses différemment. Il semblait qu'il avait une envie plus profonde, qui brouillait les limites. Alors que les invités se mêlaient, Finayant s'est approché et a souri. « Allez, que les parents prennent place » a-t-il dit. La cérémonie est sur le point de commencer. Je ne pouvais pas m'empêcher de le fixer. Cet homme que j'avais autrefois serré dans mes bras chaque nuit, qui avait murmuré des promesses à mon oreille. Maintenant, il ne regardait que Na. Ses yeux, autrefois si tendres avec moi, étaient doux et rayonnants d'affection pour elle. J'avais l'impression qu'un millier de fourmis me rampaient dans la poitrine. Je pouvais à peine respirer. Ce n'était donc pas un regard spécial destiné uniquement à moi. Il avait dit qu'il m'aimait, il m'avait serré contre lui, et pourtant, tout ce temps, il était avec une autre femme, l'aimant, couchant avec elle, construisant une famille dans mon dos, allant même jusqu'à l'épouser. La cérémonie a commencé peu de temps après. Même à travers l'écran, je pouvais sentir la chaleur, le bourdonnement de l'excitation. Elena devait se tenir près du devant de la scène. Sa caméra me donnait une vue claire de la scène. Finayant et Na se tenaient ensemble, baignés de lumière, entourés d'invités souriants. Ils avaient l'air si heureux. L'officiant a invité Finayant à embrasser la mariée. Mes yeux brûlaient de rouge, mais je les ai gardés fixés sur l'écran. Finayant s'est tourné, souriant, et a doucement enroulé ses bras autour de Na. Il s'est penché, lentement et doucement. La foule a éclaté en acclamations lorsque leurs lèvres se sont rencontrées. Le baiser a duré. Ils se sont tenus étroitement l'un contre l'autre. Les larmes coulaient sur mon visage. J'ai commencé à prendre des captures d'écran comme une folle, capturant chaque image, chaque instant de trahison. Puis j'ai éteint l'écran de mon téléphone. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne voulais plus le savoir. Ce mariage devait prendre fin.
Je me suis assise sur le banc du couloir de l'hôpital, fixant le vide. Jacques était toujours dans un état critique. Je me sentais complètement impuissante. J'ai finalement attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro de ma mère. « Maman » ai-je dit d'une voix tremblante. « Peux-tu venir à l'hôpital ? Jacques a une forte fièvre. C'est vraiment grave. » Je n'ai pas pu terminer ma phrase. Les larmes sont venues tout en même temps et j'ai éclaté en sanglots incontrôlables. Ma mère a répondu rapidement et m'a dit qu'elle prendrait un taxi tout de suite. Je suis allé aux toilettes pour me laver le visage. Quand elle arriverait, je ne voulais pas qu'elle me voie comme ça, si épuisée et débraillée. Je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient creux, mon visage pâle et gonflé à cause de la grossesse. J'ai forcé un sourire amer. Mais alors que je me tournais pour partir, perdu dans mes pensées, je n'ai pas remarqué l'eau sur le sol. Mon pied a glissé. La chute a été brutale. Une douleur vive m'a traversé le bas du corps, puis le sang est arrivé. J'ai haleté, la panique m'envahissant. À l'aide. Aidez-moi, s'il vous plaît. Juste au moment où je criais, une infirmière qui était entrée dans les toilettes m'a vu et s'est précipitée pour appeler les secours. Ils m'ont installé sur une civière et m'ont immédiatement emmené aux urgences. Le pronostic n'était pas bon. La chute avait causé un traumatisme grave. La voix du médecin était lourde lorsqu'il a dit « Il n'y a pas de rythme cardiaque fœtal. Nous devons pratiquer une interruption de grossesse. » Pendant que j'étais au bloc opératoire, ma mère faisait les 100 pas dans le couloir, le cœur brisé à chaque pas. Elle avançait déjà en âge. Et voilà que je lui causais encore autant de soucis. Cela me faisait ressentir une culpabilité insupportable. Lorsque le médecin m'a finalement fait sortir du bloc opératoire, les yeux de ma mère étaient rouges et gonflés. Elle s'est précipitée à mes côtés et a serré ma main dans la sienne. « Fiona » a-t-elle dit avec des lèvres tremblantes. « Tu vas bien, ma chérie ? » Pauvre enfant. J'ai secoué lentement la tête. Ma voix était un murmure. « Où est Jacques ? » Elle a pointé la pièce d'un accent grave côté. « Il va bien maintenant. » La fièvre est tombée et il lui donne des fluides par voie intraveineuse. J'ai poussé un long soupir de soulagement. Tant que Jacques était en sécurité, je pouvais survivre à n'importe quoi. Ma mère est restée à mes côtés, tamponnant doucement ses yeux avec sa manche encore et encore. C'est vraiment dommage. Le bébé avait déjà 6 mois. Puis elle a soudainement demandé « Où est Finéyan ? Pourquoi n'était-il pas là pour prendre soin de toi, surtout avec le bébé qui devait bientôt arriver ?» Ces mots m'ont poignardé en plein cœur. Je pouvais à peine respirer. Les seules images dans mon esprit étaient celles de Finéyan tenant cette autre femme dans ses bras lors de leur cérémonie de mariage, l'embrassant tendrement. Cela me retournait l'estomac. « Maman » ai-je murmuré, peut-être que cet enfant n'était tout simplement pas destiné à être. J'ai détourné le regard. Peut-être même que le bébé savait que naître dans ce monde ne lui apporterait que de la souffrance. Ma mère a froncé les sourcils. « Fiona, Finéyan fréquente-t-il quelqu'un d'autre ?» J'ai hoché lentement la tête, les coins de ma bouche se contractant en un sourire amer. « Ils sont tous allés à la campagne aujourd'hui, ai-je dit doucement, pour le mariage. » Ma mère s'est figée. « Mariage ? Le mariage de qui ? » Celui de Finéyan, ai-je dit, et de la femme qu'il cache depuis tout ce temps. Le visage de ma mère est devenu pâle de colère. Elle s'est levée, prête à se précipiter dehors et à les affronter tous. Je lui ai rapidement saisi la main. « Maman, ne fais pas ça, ai-je dit. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai déjà décidé. Je vais divorcer. » Elle m'a regardé longuement, son expression pleine de tristesse, puis a soupiré profondément. Elle n'a pas argumenté, elle a juste acquiescé. Lorsque Jacques a été suffisamment bien, le médecin nous a donné des médicaments et nous sommes rentrés ensemble. Ma mère est restée avec nous. La maison semblait si calme, presque vide. La nuit tombait. Personne de cette autre famille n'était revenu. Après le dîner, pendant que ma mère jouait avec Jacques, j'ai commencé à passer en revue nos documents financiers. Tout d'abord, j'ai trouvé l'acte de propriété de notre maison conjugale. Mes parents avaient initialement prévu de nous aider avec un acompte, mais Finéyan a insisté pour que ce soit considéré comme un prêt. Il a travaillé dur et a été promu rapidement, doublant même son salaire. En moins de 2 ans, il avait remboursé intégralement mes parents. Mon père avait une haute opinion de lui, disait qu'il était responsable et fiable,
le genre d'homme en qui on pouvait avoir confiance en cas de difficulté. Sa mère et sa sœur étaient venues de la campagne pour nous rendre visite pendant l'été. Elle disait qu'il faisait trop chaud chez elles, alors elles sont restées dans notre appartement. Quelques jours se sont transformés en semaines, puis en plus d'un mois. Pourtant, je n'avais presque pas contribué financièrement à la maison. Alors, j'ai pensé que nous attendrions le retour de Finayant avant de décider comment tout diviser. Il y avait ensuite les économies que nous avions accumulées au fil des ans, notre compte joint, les cartes bancaires, le fonds d'éducation pour Jacques. C'est moi qui avais étudié l'économie, donc j'avais toujours géré les investissements et la planification financière. Je connaissais chaque détail mieux que Finayant. Alors que j'étais en train de calculer les chiffres, mon téléphone a sonné. « Bonjour » a dit une voix ferme à l'autre bout du fil. « C'est la police. Êtes-vous un membre de la famille de Finayant Harper ?» Mon cœur s'est effondré. La calculatrice a glissé de ma main et est tombée sur le sol avec un clic aigu. Il y a eu un accident de voiture ? Ai-je demandé. Ma voix ne ressemblait même pas à la mienne. J'avais l'impression de tout regarder de loin, comme s'il s'agissait du cauchemar de quelqu'un d'autre, mais c'était le mien. Quelle journée surréaliste cela avait été. La voix à l'autre bout du fil était calme, presque trop sûre. Oui, il y a eu un accident sur l'autoroute aujourd'hui vers 17h20, a dit l'officier. Il a déclaré que la cause était la conduite en état d'ivresse. Votre mari, Finayant Harper, est décédé sur les lieux. Les 2 autres passagers ont été grièvement blessés. Même après la fin de l'appel, je suis resté là, figé. Finayant était parti. Mes yeux ont dérivé vers les documents que j'étais en train d'organiser, ceux concernant nos biens et nos finances. Il n'y aurait plus besoin de division maintenant. Il n'y avait plus personne avec qui diviser quoi que ce soit. Ce n'est que le lendemain que j'ai finalement réussi à me rendre à l'hôpital. Un policier m'a remis une boîte en carton remplie des effets personnels de Finayant. Ils ont été trouvés dans la voiture. Tout vous a été transféré, a-t-il dit doucement. Il a jeté un coup d'œil à travers la fenêtre dans l'unité de soins intensifs. Les 2 autres, votre belle-mère et votre belle-sœur, je crois, sont dans un très mauvais état. Les médecins disent que si elles ne se réveillent pas bientôt, elles pourraient tomber dans un état végétatif permanent. J'ai hoché lentement la tête, mon esprit lent. L'officier a semblé remarquer mon expression hébétée. Je suis désolé pour votre perte, a-t-il dit doucement avant de s'éloigner. Ce n'est qu'après son départ que j'ai finalement trouvé le courage d'entrer dans le service et de les voir. Ma belle-mère et ma belle-sœur gisaient immobiles, entourées de machines. J'aurais dû ne ressentir que du chagrin, mais mélangé à la tristesse, il y avait autre chose, quelque chose de beaucoup plus compliqué. Il y a quelques jours à peine, j'avais perdu le bébé, une mortinaissance. Le bébé était mort dans mon ventre. S'ils n'étaient pas tous allés au mariage secret de Finayant avec cette femme, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Mais il n'y a pas de s'il dans la vie. Des voisins et des parents éloignés, ignorant toute l'histoire, sont venus me rendre visite les uns après les autres. Ils ont apporté des paniers de fruits et des fleurs et portaient des expressions pleines de sympathie et de chagrin. Pauvre Fiona, a murmuré une femme dans mon dos. Elle avait une si belle vie. Et maintenant, juste comme ça, une veuve, a dit une autre. J'ai entendu parler du bébé. Elle l'a perdu, elle aussi. Tout à cause du stress, a ajouté quelqu'un d'autre avec un soupir. La vie se brise toujours là où elle est la plus faible, est venue la réponse solennelle. Pour eux, j'étais l'image même du malheur. Mais derrière les portes closes, je me suis assise et j'ai sorti les documents d'assurance que j'avais rangés au fil des ans. J'avais étudié l'économie à l'université, donc je prenais l'assurance au sérieux. Dans notre foyer, j'avais veillé à ce que nous soyons tous couverts, assurance maladie, assurance vie, accident, tout ce que vous pouvez imaginer, nous l'avions. J'ai toujours dit, si votre assurance est solide, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'économies. Maintenant, toutes ces polices étaient enfin utiles. La voiture a été complètement détruite dans l'accident. Entre l'assurance automobile, les polices d'assurance vie et la couverture accident, le versement était substantiel. Lorsque j'ai additionné le total, le chiffre final m'a laissé bouche bée. Je n'aurais jamais imaginé que la plus grande aubaine de ma vie viendrait de la mort de mon mari. Je me suis occupé moi-même des préparatifs de Finayant. Son corps a été incinéré. Une tombe a été achetée, tout a été fait correctement et avec dignité. Quant à ma belle-mère, je n'avais aucune obligation légale de la soutenir. Et Elena, ma belle-sœur,
me préoccupait encore moins. J'ai appelé mon beau-père et je l'ai informé clairement, vous devrez venir les chercher. Ce que vous déciderez à partir de là est votre choix. Qu'il s'agisse de continuer le traitement ou de les ramener à la maison, ce n'est plus ma responsabilité. Il s'est tu un instant. Puis sa voix est devenue colérique. Fiona, n'as-tu pas de cœur? C'est la mère et la sœur de ton mari. Tu ne vas pas dépenser un centime. Tu vas juste t'en aller. Au début, j'avais envisagé de sauver la face pour leur bien. Mais en entendant son ton, j'ai laissé échapper un rire amer. Soyons honnêtes, voulez-vous? Vous savez mieux que quiconque que je ne suis pas votre seule belle-fille. Il a hésité. Ses yeux ont papillonné sur le côté, évitant les miens. J'ai continué, laissant ma colère monter. Le jour même où j'ai perdu mon bébé, n'étiez-vous pas tous réunis au mariage de Finayant et Na? Toute une cérémonie, habillée de beaux vêtements, célébrant. Alors ne venez pas me donner de leçons sur la famille maintenant. Vous avez tous fait votre choix. Vous avez cessé de me considérer comme faisant partie de la famille il y a longtemps. J'ai ajouté, je n'ai pas dénoncé Finayant pour bigamie uniquement à cause des années que nous avons partagées. Mais cela ne signifie pas que je porterai le fardeau que vous avez laissé derrière vous. La foule de voisins et de parents en visite a commencé à chuchoter. Le visage de mon beau-père est devenu pâle. On aurait dit qu'il souhaitait que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Quant à moi, je me suis retourné et je suis parti. J'ai laissé l'hôpital derrière moi. J'en avais fini avec eux tous. Lorsque le versement de l'assurance est arrivé, j'ai emmené mon fils, Jacques, manger du Kentucky Fried Chicken. Il était assis en face de moi, les joues pleines de nourriture, heureux et satisfait. Maman, a-t-il demandé, où est papa? Je me suis arrêté un instant, puis j'ai dit doucement, papa est parti en long voyage, loin d'ici. Il ne reviendra pas avant longtemps. Jacques a baissé les yeux sur ses frites, un peu triste. En le voyant comme ça, j'ai réalisé que je ne pouvais pas maintenir ce mensonge éternellement. Nous avions acheté cette maison parce qu'elle était proche de nos anciens emplois. À l'époque, je travaillais encore et je n'étais pas encore enceinte. Mais maintenant, avec Finayant parti et aucun emploi auquel retourner, rester dans cette maison me semblait étouffant. Chaque coin contenait des souvenirs que je ne voulais plus porter. Alors, j'ai décidé de la vendre. Avec cet argent, j'emmènerai Jacques dans un endroit meilleur, un endroit avec de l'air frais et de bonnes écoles, un endroit où nous pourrions recommencer à zéro, car maintenant ma responsabilité n'était pas seulement de survivre, mais de donner à mon fils une vie meilleure. J'ai tout raconté à ma mère au téléphone. Elle a écouté en silence et a finalement dit qu'elle me soutenait complètement. La vente de la maison s'est déroulée plus facilement que je ne l'avais prévu. Plusieurs acheteurs intéressés sont venus la visiter, et l'un d'eux semblait particulièrement enthousiaste. Nous étions sur le point de conclure l'affaire lorsque Na s'est présentée à ma porte. Avec sa fille à sa suite, elle a fait irruption chez moi comme une tempête, criant et faisant une scène. Sa voix a résonné dans le couloir, forte et chaotique, faisant fuir l'acheteur de peur. Puis, comme si cela ne suffisait pas, elle s'est jetée par terre et a refusé de partir. J'ai gardé ma voix ferme et froide. Que faites-vous? Si vous ne partez pas tout de suite, j'appellerai la police. Le visage de Na, déjà ridé, s'est tordu en un rictus. Elle a plissé les yeux vers moi et a raillé. Tu ne peux pas me faire peur avec cette histoire de police, a-t-elle claqué. Je suis la femme de Finayant. Cette petite fille est sa fille biologique, et nous étions mariés, nous aussi. Tu sais, j'ai entendu parler de son accident sur l'autoroute, et je sais que la compagnie d'assurance a versé une grosse somme d'argent. J'ai laissé échapper un rire sec. Alors c'était ça. Elle venait pour l'argent. Je suis restée là, silencieuse, la regardant faire sa crise de colère comme une artiste de cirque désespérée d'attirer l'attention. Calmement, j'ai glissé mon téléphone de ma poche et j'ai commencé à enregistrer. Sa petite fille, effrayée par le bruit et les cris de sa mère, a éclaté en sanglots dans un coin. Na ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Elle était trop concentrée sur le fait de me crier dessus. Si tu n'acceptes pas de partager l'argent avec moi, a-t-elle hurlé, alors je ne pars pas. Je resterai ici toute la journée. J'ai laissé échapper un rire froid et j'ai attrapé un balai. Si tout le monde agissait comme toi, en utilisant des crises de colère pour arriver à ses fins, à quoi aurions-nous besoin de la loi, ai-je dit, agitant le balai pour la faire sortir vers la porte. D'ailleurs, où crois-tu être, à faire irruption chez moi comme ça? Mon mari est parti,
et je suis la seule bénéficiaire légale sur les papiers d'assurance. Na a essayé de s'accrocher au cadre de la porte alors que je la poussais dehors. Sa prise était ferme. Ne crois pas que ce n'est pas parce que tu es jeune et que tu as un fils que je ne peux pas m'occuper de toi, a-t-elle sifflé. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Elle a sorti son téléphone et a diffusé un clip audio. La voix de Finayant, pâteuse et visiblement ivre, est sortie du haut-parleur. Na, ne t'inquiète pas. Je vais prendre soin de toi et du bébé. Où que j'aille, je vous soutiendrai toujours toutes les deux. Na avait l'air satisfaite, comme si elle venait de gagner la bataille. Puis elle m'a montré une vidéo que j'avais déjà vue, un extrait de ce qui semblait être leur cérémonie de mariage. Je n'ai pas pris la peine de la regarder à nouveau. Au lieu de cela, j'ai calmement composé le numéro de la direction de l'immeuble. Il y a quelqu'un qui cause des troubles ici, ai-je dit. Na a vu que j'étais impassible, et son expression s'est assombrie. Elle m'a regardé avec colère et a dit, Fiona, ne crois pas que je vais simplement reculer. Nous étions toutes les deux les femmes de Finayant. La compensation devrait être partagée équitablement. Elle a croisé les bras et a ajouté, alors quoi si tu as un certificat de mariage et moi non? J'ai failli éclater de rire. Na, ai-je dit, essayant de ne pas sourire, tu devrais vraiment étudier le droit. Il ne s'agit pas seulement d'un morceau de papier. Je pourrais dénoncer Finayant pour bigamie. Ton soi-disant mariage ne compte pas. Tu n'étais rien de plus que sa maîtresse secrète, et tout l'argent qu'il t'a donné, cela faisait partie de nos biens matrimoniaux. Si je veux, je peux aller au tribunal et le récupérer. Alors que je finissais de parler, le visage de Na est devenu pâle. Espèce de sorcière menteuse, a-t-elle crié et s'est jetée sur moi, essayant de m'attraper les cheveux. Avant même qu'elle ne puisse me toucher, la sécurité et le personnel de l'immeuble se sont précipités à l'intérieur et l'ont retenue. Qu'est-ce que tu croyais faire, a aboyé l'un des gardes. Ils l'ont rapidement escortée, elle et sa fille, hors des lieux. Avant de partir, l'un des membres du personnel s'est tourné vers moi et s'est excusé. Madame, nous sommes vraiment désolés pour cela. Nous aurions dû être plus prudents. Nous vous promettons que cela ne se reproduira plus. J'ai acquiescé, les regardant enfin l'éloigner des lieux. Enfin, la paix est revenue. Dans les jours qui ont suivi, j'ai réglé les choses rapidement. J'ai négocié avec un autre acheteur, j'ai convenu d'un prix équitable et j'ai vendu la maison. Avec l'argent, j'ai inscrit mon fils, Jacques, dans la meilleure école du quartier. J'ai également acheté un appartement confortable de 2 chambres, juste assez pour nous deux. Le reste de l'argent, je l'ai mis de côté en lieu sûr, une partie dans une petite entreprise. Jacques et moi avons enfin eu une vie stable et paisible. Mais Nan n'en avait pas fini. D'une manière ou d'une autre, elle a mis la main sur mon numéro de téléphone. Elle a commencé à m'appeler depuis différents numéros, à me harceler et à exiger la moitié du versement de l'assurance. Lorsque j'ai refusé, elle m'a menacé. J'avais déjà sauvegardé tous ces messages et les enregistrements. J'ai tout envoyé directement à la police. Après cela, elle ne m'a plus jamais contacté. Jacques a grandi vite. Un jour, lorsque je suis allé le chercher à l'école, j'ai vu un groupe de garçons lui barrer le chemin, se moquant de lui parce qu'il n'avait pas de père. Mais Jacques a tenu bon. Il leur a répondu calmement et clairement, laissant les brutes sans voix et rouges de honte. Ma mère m'a encouragé un jour à envisager de me remarier, mais j'ai toujours secoué la tête. J'avais enfin retrouvé la liberté que j'avais avant le mariage. Je la savourais, sans me précipiter pour l'abandonner à nouveau. La perte d'un mari m'avait semblé insupportable au début, la douleur, la trahison, la solitude. Mais en y repensant maintenant, je me demande si ce n'était pas une bénédiction cachée après tout. Avec le temps, notre petit appartement a commencé à ressembler à une vraie maison. Ce n'était ni grand ni luxueux, mais c'était rempli de chaleur. Les murs du salon ont été rapidement recouverts des dessins colorés de Jacques, certains de super-héros, d'autres de nous deux nous tenant la main sous un grand soleil jaune. Sur le réfrigérateur, j'ai épinglé chaque réussite scolaire qu'il ramenait à la maison, aussi petite soit-elle, une étoile d'or pour bonne conduite, un certificat pour avoir lu le plus de livres, un dessin au crayon avec j'aime maman griffonné en bas. Les matins étaient notre moment préféré de la journée. Jacques entrait sur la pointe des pieds dans la cuisine, se frottant les yeux, encore à moitié endormi, et j'avais déjà le petit déjeuner qui l'attendait, des flocons d'avoine chaud, un œuf à la coque et une tranche de pain grillé avec sa confiture de fraises préférée. Nous nous assoyions près de la fenêtre en regardant le monde se réveiller ensemble.
Parfois, il posait des questions qui me faisaient hésiter. « Maman, as-tu déjà peur ?» a-t-il demandé un matin. Je l'ai regardé et j'ai souri. Bien sûr. Mais être courageux signifie faire des choses même quand on a peur. Il y a réfléchi un instant, puis a hoché lentement la tête. Alors je pense que tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Les soirées étaient paisibles. Après le dîner, nous nous blottissions sur le canapé avec un livre. Jacques adorait les histoires d'aventure sur les animaux qui parlaient, les enfants qui trouvaient des portes cachées ou la magie qui changeait tout. Je lisais à voix haute, et il s'accrochait à chaque mot, les yeux écarquillés d'émerveillement. Les dimanches étaient consacrés aux petites traditions que nous nous étions appropriées. Parfois, nous faisions des biscuits, nos mains sales de farine et de pépites de chocolat. D'autres fois, nous allions à la bibliothèque où Jacques courait avec excitation entre les étagères, choisissant soigneusement de nouvelles histoires à emporter à la maison. Et quand il faisait beau, nous marchions main dans la main jusqu'au parc où il aimait courir plus vite que le vent et crier dans le ciel. L'argent était rare, mais j'ai appris à faire durer chaque dollar. Je préparais nos déjeuners avec soin, je raccommodais les vêtements à la main et je trouvais de la joie dans les petites choses, une vente au marché, un voisin partageant des fruits frais, une soirée tranquille après une longue journée. Les vacances étaient simples mais pleines de rire. À Noël, nous décorions notre petit arbre avec des décorations faites maison et des guirlandes lumineuses. Jacques fabriquait des flocons de neige en papier et les collait aux fenêtres. Pour son anniversaire, j'ai gonflé des ballons après qu'il se soit endormi et je l'ai surpris avec des crêpes en forme d'animaux. Il a tellement ri qu'il a failli tomber de sa chaise. À travers tout cela, je ne me suis jamais senti seul. Jacques était mon rayon de soleil, mon encre, ma raison de continuer, et il grandissait si vite. Un soir, alors que je pliais le linge, je l'ai entendu se parler dans la pièce d'un accent grave côté. En jetant un coup d'œil, je l'ai vu border un ours en peluche et murmurer « Ne t'inquiète pas, maman nous protège toujours ». Je suis discrètement revenu en arrière, le cœur rempli d'émotion. Les années ont passé doucement. Les blessures du passé se sont estompées, laissant derrière elles une force tranquille. Je ne me réveillais plus dans la peur ou le doute. Mes jours n'étaient plus assombris par les choix de quelqu'un d'autre. Ils étaient façonnés par l'amour, par la résilience, par le lien incassable entre une mère et son enfant. Et dans cela, j'ai trouvé tout ce dont j'avais jamais eu besoin.